Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous vous saluons toutes et tous autant que vous êtes un peu partout sur le territoire du Denigba national en Afrique et dans le monde entier. Vous êtes les bienvenus au Club de la Presse de ce jour que nous animons ce vendredi 28 février 2020. Nous voici à la fin d'une semaine intense en termes d'émotion, également de ferveur religieuse. Nous rappelons que le monde chrétien est entré dans le pèlerinage de 40 jours de pénitence de jeûne, de prière qui nous conduira jusqu'à la mort, résurrection du Christ Jésus. Cette semaine au cours de laquelle nous continuons à épiloguer sur le scrutin du 22 février. C'est comprendre que l'après-scrutin sera encore au menu du club de la presse de ce jour. Avec les confrères, nous allons continuer à décrypter les résultats. Et puis cette journée, y aura-t-il manifestation ou pas manifestation? Quelles sont les voies légalement appropriées pour que ceux qui sont mécontents des résultats rentrent dans leurs droits? Mais avant cela, nous avons annoncé un invité spécial hier. Dieu merci, il est avec nous, juste le temps que vous le découvriez dans un bref moment. Les confrères ici au studio, Olivier Adja de AfriPresse, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Merci. Thierry Afanoukoé, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à toutes les auditeurs et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Comme c'est une tradition, aux auditrices. Si vous permettez d'oublier les femmes, c'est votre femme qui commencera à vous régler le compte après l'émission. Et comme c'est une tradition, nous la respectons, la pensée du jour. Et aujourd'hui, nous visitons la sagesse anglaise. Les Anglais qui aiment dire, citation, de votre ami, dites du bien. De votre ennemi, ne dites rien. De votre ami, dites du bien. Mais de votre ennemi, s'il vous plaît, n'en dites rien. Eh bien, avant l'invité, je vous invite à réécouter Tiken Jah Fakoly dans une de ses poésies musicales. Voilà, musicalement, le monde est chaud, le monde a chaud. Pour dire chez nous ici au Togo, on peut dire que les Togolais ont un peu chaud après le scrutin présidentiel du 22 février. Mais au plan mondial, le monde a chaud avec le coronavirus. Et hier, on nous annonce que un cas a été détecté au Nigeria. Oh, le Nigeria, c'est juste à côté. Qu'en est-il chez nous ici au Togo? Mais le monde a surtout chaud ces derniers temps, même la nuit, vous êtes en sueur dans votre lit. Et qu'est-ce qui explique cette chaleur quelque peu exceptionnelle que nous vivons et dont nous souffrons? Nous avons dans ce studio pour nous en parler Dr Latif Issaou, bonjour. Bonjour Sass. Eh bien Dr Latif Issaou, vous êtes le directeur général de la météorologie nationale. Oui. Merci pour votre disponibilité. Vous aussi, vous avez chaud. Effectivement, tout le monde a chaud et puis ça s'explique. Et avant toute chose, il faut remercier SAS pour l'invitation et remercier aussi les auditeurs et auditrices de Canal FM. Donc, par rapport à la chaleur que nous avions, donc ça s'explique. Et puis, j'espère que je suis là. C'est l'occasion pour profiter et puis expliquer le temps qu'il fait à Lomé. Et c'est la définition même de la météorologie qui est différente de la climatologie. Eh bien, il y a quelques mois, nous avions des pluies au-delà de nos attentes. Nous en avons souffert sous forme d'inondations. Et puis quelques mois, depuis janvier, surtout ce février, nous avons beaucoup chaud. Le jour, même la nuit, nous avons chaud.
exagérément chaud, monsieur le directeur général de la météorologie nationale. Qu'est-ce qui explique cette chaleur exceptionnelle? Oui, cette chaleur s'explique par le fait que, si vous constatez très bien, depuis le 12 février jusqu'à nos jours, les jours s'échelonnent et puis se succèdent successivement avec ce que nous appelons l'augmentation de la température diurne et nocturne. La température diurne, c'est les températures qu'on enregistre dans la journée. Dans la journée, à partir de 14h, 15h, là, on a des pics. Donc, ces pics-là entraînent une certaine augmentation de cette température-là. Et maintenant, dans la nuit, il y a aussi une température mini qui augmente. Donc, depuis le 12 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a constaté une succession de jours de température qui augmentent la nuit comme le jour. Voilà. Donc, cette augmentation, couplée du taux d'humidité qui se trouve dans la basse couche atmosphérique, entraîne ce que nous appelons l'étouffement, la sensation de la chaleur au niveau de la population. Voilà un peu. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, l'harmattan est en train de migrer vers le nord et qui fait place à ce que nous appelons la mousson. Donc, la mousson, c'est-à-dire les vents qui viennent de l'océan. Donc, ce vent qui vient de l'océan est chargé d'humidité. Donc, la basse couche est humide, le taux d'humidité est élevé. Donc, comme il n'y a pas les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'il y ait plu. Donc, cette humidité-là, couplée avec l'augmentation de la température, entraîne l'étouffement, la chaleur, et les gens n'arrivent pas à dormir la nuit. Si nous prenons l'exemple des températures enregistrées depuis le 12 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait banalement 15 jours, donc 15 jours successifs. Donc vous allez voir que au niveau de la nuit, on a des températures qui oscillent entre 27 et 28 degrés, c'est élevé. Dans la journée, on a des températures qui oscillent de 33 à 34 degrés, donc c'est élevé. Donc toutes ces températures-là, couplées, comme je le disais tantôt, avec le taux d'humidité un peu plus élevé dans la basse couche, entraînant cette sensation de chaleur. Et le pic là va durer jusqu'à quand, monsieur? Le pic va durer jusqu'à ce que les premiers pluies vont commencer par tomber. Donc nous sommes en train de voir, on est en train de faire des analyses. Aujourd'hui même, on était en train de suivre un amas qui évoluait du Nigeria vers les côtes togolaises. Donc probablement cet amas-là va passer en mai, mais ça va pouvoir peut-être avec des petites pluies toucher un peu la côte togolaise. Bon, on est en train de suivre. Donc si cela est confirmé, mes éléments, mes experts vont lancer ce que nous appelons les alertes. Donc entre-temps, nous avons mis en place ce schéma-là pour pouvoir alerter la population 2 heures avant que le phénomène n'arrive sur un milieu donné. Mais d'ici là, nous sommes obligés de prendre notre mal en patience. Votre mal en patience, bien sûr, mais ça ne va pas tarder, parce que nous sommes en train de voir, d'ici le début du mois de mars, on va commencer par enregistrer les premières petites pluies dans la région maritime comme dans la région des plateaux. Actuellement, le nord est toujours couvert par ce que nous appelons les alizés du nord-est, chargés de la poussière en suspension dans l'air, qui vraiment aussi a des effets, peut-être nous allons en parler, sur la santé. Justement, tout s'imbrique actuellement. Vous n'êtes pas médecin, mais sûrement que ce pic de chaleur doit avoir des répercussions sur notre santé physique et psychique. Oui, c'est vraiment dommage, il faut le dire. Bien sûr que je ne suis pas médecin pour aller au fin fond de la chose, mais c'est que cette chaleur-là conduit à ce que nous appelons la déshydratation. Donc la déshydratation, c'est-à-dire la perte d'eau au niveau de l'organisme, au niveau du corps. Donc, et cela est plus ressenti au niveau des personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées. Donc psychiquement, bon, là, ça... Quand l'on perd beaucoup d'eau, il peut avoir ce que nous appelons les vertiges et tout consort, et qui sont vraiment néfastes pour l'organisme. Et pour régler ce problème de déshydratation, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de boire beaucoup d'eau. Donc on prend beaucoup d'eau. Il faut insister sur l'eau. Oui. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont entendre que vous avez dit boire. Bien sûr. Donc vraiment, il faut prendre beaucoup de l'eau d'une manière régulière, fréquente, pour que ce qu'on perd en matière de transpiration, en matière de sueur,
on récupère ça avec en prenant de l'eau. Donc ça c'est très 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 important. Il va falloir aussi trouver des milieux où ils ventilent très bien et puis on se récrée un peu là. Donc c'est aussi une manière de se ressourcer pour éviter ce que nous appelons la chaleur corporelle. Est-ce que vous avez également fait des recommandations sur l'habillement approprié en ces temps de chaleur? Oui, l'habillement recommandé, c'est surtout l'habillement à 100% coton. Donc, il va falloir, comme vous êtes là, porter Batakali qui est un peu à 100% coton. Donc, cela évite à ce que la température vous atteigne au corps. Merci beaucoup. Oui. Et voilà l'explication météorologique de ce pic de chaleur que nous devrons supporter jusqu'à ce que les premières pluies arrivent. Voilà. Même si on fait des fois, monsieur le DG, la météorologie n'est pas encore une science à 100% exacte. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de ces premières pluies qui nous soulageraient un peu? Oui, les premières pluies qui vont nous soulager, on est en train de voir, comme vous l'avez si bien dit, la météorologie, ce n'est pas une science appliquée, une science exacte. Nous nous basons sur les probabilités, sur les calculs probabilistiques. Donc, à partir de là, nous sommes en train de suivre le temps. Donc, on a, en matière de prévision, donc on a jusqu'à 3-4 types de prévisions, c'est-à-dire la prévision immédiate, la prévision à court terme, la prévision à moyen terme et la prévision à long terme. Donc actuellement, nous sommes en train de faire la prévision à court terme pour voir dans 2 jours ou bien en 24 heures, c'est-à-dire d'ici demain, qu'est-ce qui va se passer dans la région maritime comme dans la région des plateaux. C'est cela que je viens de dire, qu'on est en train de suivre un petit amant qui se déplace en mer. Donc on verra jusqu'à la soirée ce que ça va donner sur la côte. Et en dehors de ça, il y a les prévisions de 3 jours que nous faisons et nous balançons ça sur les réseaux sociaux et puis au niveau de la TVT. Il y a aussi les prévisions de 5 jours. Ça, c'est à moyen terme. Donc, il y a les prévisions, ça, c'est à court terme toujours, et les prévisions à moyen terme à 1 mois, 2 semaines. Donc, pour les prévisions saisonnières que nous faisons, nous sommes en train de se préparer. La sous-région ouest africaine va se retrouver, les experts de prévisionnistes de la sous-région ouest africaine vont se retrouver au niveau d'Accra, du 9 au 13, pour pouvoir faire des analyses et essayer de nous donner les résultats de la tendance des premières pluies qui vont arriver pour cette année et la longueur, la quantité probable qu'on aura pour cette année-là. Donc, il va falloir attendre un tout petit peu et on verra avec vous, on partagera avec vous les résultats qui sortiront de là. Merci. Ce temps qui a des répercussions en termes de déshydratation, notamment sur les personnes vulnérables, les personnes âgées, les enfants et ceux qui souffrent de quelques pathologies. Et également, monsieur le directeur général, une certaine nervosité qu'on observe un peu ici et là. Oui, quand on est fatigué, on a chaud, on ne se retrouve pas, on s'énerve plutôt, c'est-à-dire rapidement. Donc, il va falloir que les gens surmontent ces effets-là pour pouvoir être en paix, vraiment. Merci. Donc, recommandation, s'habiller autant que possible en coton et boire suffisamment d'eau et espérer que la CET continue à nous alimenter en courant parce que c'est la période, Thierry Afankoué, où les ventilos et les climatiseurs sont sollicités. Tout à fait. Mais il faudrait que ces appareils puissent disposer d'énergie électrique. Un clin d'œil à nos amis de la CET. Oui, tout à fait. On a besoin de leur accompagnement ces temps-ci parce qu'il fait excessivement chaud, surtout quand vous sortez d'une salle climatisée, que vous rentrez sous le soleil, vous transpirez, et alors que on est appelé tout au long de la journée à faire ces mouvements-là, donc du coup vers la soirée vous sentez une fatigue intense et c'est difficile à vivre ces temps-ci. Et je crois que avec les conseils du directeur général de la météorologie, on va se maintenir et on espère que, parce que hier on a senti que le vent était un peu plus humide dans l'après-midi, on espère que ça va continuer et les toutes premières pluies vont commencer par tomber. Merci. Olivier Adja, un petit commentaire ou bien question à notre invité? Oh non, il faut reconnaître que ces temps-ci, on a du mal donc à dormir d'abord. Si tu n'as pas un climatiseur ou un ventilo dans ta chambre,
Et on se demandait qu'est-ce qui explique donc cette poussée de chaleur. Et merci en tout cas pour nous avoir éclairé. Non, c'est pas moi. Je me suis adressé au directeur. Je sais, mais c'est vous qui l'avez amené de toutes les façons. Et puis, notre prière, c'est que les premières pluies arrivent très tôt parce que la CT va faire ce qu'elle peut. Mais si ça continue, je crois que ses capacités risquent d'être dépassées. Oui, la CT même a besoin de la pluie pour faire tourner cette turbine. Donc, vous voyez que tout est lié. Voilà. Oui, mais d'ici là, nous qui sollicitons beaucoup les climatiseurs et les ventilos, attendons-nous à la facture en fin du mois. Monsieur le directeur général, nous allons un peu abuser de votre disponibilité. Vous savez qu'à partir de 12h, nous ouvrons les antennes. Peut-être que les auditeurs ont des questions beaucoup plus pertinentes à vous adresser. Donc nous prions de rester à nos côtés d'ici là. Avec plaisir. Le temps juste que nous informions que le Club de la Presse est diffusé en synchronisation directe sur les antennes de Radio Daoul à Bassa. Ça veut dire que ce que nous disons ici est écouté en pays Bassar et Konkomba. Chapeau à nos confrères. Et également le temps pour nous d'adresser un clin d'œil au directeur général et à toute l'équipe du service de la direction nationale de la documentation nationale, disons le service passeport. Oui. Malgré tout le travail qu'ils font avec rigueur et professionnalisme, ils ont le temps de nous écouter. Thierry, il faut bien parler comme ça quand vous irez rouler votre passeport. Ah oui. Non, tout en étant critique au besoin. Tout à fait. Mais il faut dire que ce service-là a fait des avancées. Ces derniers temps, il y a une célérité dans le traitement des documents, surtout que si vos documents ne souffrent pas de contentieux, dans un temps record, vous disposez de votre passeport, soit pour la première fois, soit pour le renouvellement. Donc, ils sont à féliciter et nous les demandons de maintenir le cap. Et puis, nous nous réjouissons de ce que quand vous avez le passeport togolais et que vous voyagez en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas pour les passeports de certains pays de la sous-région. Merci. Juste une anecdote. Une collègue de Canal FM est arrivée ce matin même pour renouveler son passeport. Dès que les agents ont compris qu'elle était de Canal FM, on lui a facilité le travail. Ouais. Et l'agent qui nous salue. Et puis il y a un autre confrère. C'était plutôt mercredi, un autre confrère qui était allé pour renouveler son passeport. Alors on l'a pris rapidement, le temps qu'il puisse finir les démarches là-bas et arriver au Club de la Presse à 11h. Ça veut dire, Olivier Adja, que nous avons l'honneur d'être suivis un peu partout. Raison de plus que nous soyons de plus en plus professionnels et pertinents dans nos commentaires et analyses. Non, absolument. Vous savez, et le métier que nous faisons d'abord, c'est un métier noble. Et à l'image d'autres métiers qui sont donc considérés comme des métiers nobles. Et aussi, nous participons donc à la construction de la nation. Nous éclairons, nous sommes plus ou moins présentés comme des leaders d'opinion. Donc tout cela, je crois que ça va aussi à notre avantage. Vous l'avez dit, il faut quand même que nous prenions de la hauteur et que nous fassions donc des analyses professionnelles, ou du moins nous soyons professionnels. Et nous essayons un temps soit peu de le faire, même si la perfection n'est pas de ce monde. On essaie de le faire et on ne va pas contenter tout le monde parce que l'unanimité n'est pas de ce monde. Quel que soit l'effort que vous ferez, il y aura certains qui seront contents, il y aura questions qui ne seront pas contents. C'est ça aussi, et donc la marche, ou du moins comment la vie fonctionne. Merci. Eh bien, nous embrayons sans transition sur la presse scrutin avec les rédactions qui analysent les résultats et les comportements des uns des autres. Focus Info paru cette semaine, c'est un numéro spécial sur la presse scrutin. L'éditorial est signé ainsi: la victoire électorale sourit à ceux qui se lèvent tôt. Écrit Focus Info, qui à la manchette affiche réélu. Et nous connaissons celui qui est réélu selon la CENI, c'est Fort et Sozimna Nyasimbe. Et Focus Info continue avec les analyses, les chiffres clés, les statistiques, la cartographie de ce scrutin. Autre article digne d'intérêt,
à la page 8, Focus Info qui écrit que les bastions de l'opposition sont tombés. Symbole, illustration que trouve Focus Info, qui est un peu le symbole des bastions de l'opposition que le pouvoir vient de conquérir. À la page 10, Focus Info trouve que cette élection s'est illustrée par la grande humiliation à l'endroit de Jean-Pierre Fabre. De l'autre côté, Mensa Agboyome Kodjo qui se fabrise, donc un verbe fabriqué par la presse togolaise, Agboyome Kodjo qui se fabrise. Et puis Focus Info qui termine avec ce qu'il appelle le bal des mauvais perdants. Autre titre, c'est Vérité des peuples qui, à la page 3, écrit présidentielle 2020, victoire historique de Faure Gnassingbé, Jean-Pierre Fabre, la descente aux enfers, Agboyome Kodjo, des agitations stériles. Écrit Vérité des peuples qui continue à la page 5 avec cet article déclin improvisé pour le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Et en même temps, Vérité des peuples qui écrit réclamer sa prétendue victoire par la rue. Agboyome doit faire profil bas et privilégier les voies légales. Autre journal, c'est Togo Matin qui écrit à la page 3 en s'inspirant des propos de Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, qui dit que le Togo a montré la voie à suivre en matière d'élections crédibles. Et Togo Matin nous signale également que nous avons eu la visite de Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine, qui est arrivé chez nous ici à Lomé le mercredi dernier, pendant que la mission d'observation de l'Union africaine s'est félicitée de scrutin que nous avons organisé. Thierry Afanikwe, voilà à mi-chemin quelques titres qui prennent acte des résultats proclamés par la CENI avec la victoire de Faure Gnassingbé, le déclin de Jean-Pierre Fabre et Agboyome qui se révèle un peu comme le meilleur des perdants. Oui, à voir tout ce qui se passe aujourd'hui, je me demande combien d'années nous allons passer avant que, ou bien combien de scrutins nous allons connaître avant que les périodes électorales soient des périodes de fête chez nous. Parce que à chaque fois quand on parle d'élections au Togo, on avance toujours dans l'incertitude et ça se confirme encore avec le scrutin du 22 février. La CENI, il faut dire que a surpris plus d'un en proclamant dans 24 heures les résultats, sauf qu'aujourd'hui certains contestent ces résultats. On ne sait pas la suite à donner, et même si on conteste les résultats, on se rend compte que certains sont sortis beaucoup plus perdants du scrutin en parlant du cas de Jean-Pierre Fabre. Il faut dire que la campagne ourdie contre l'ANC et son leader ne les a pas du tout arrangés et il faut dire que il récolte, en tout cas l'opposition dans son ensemble récolte le fait d'avoir boycotté les législatives de 2018, puisque tantôt Focus Info faisait cas de ce que Vaughan, le bastion, l'un des bastions de l'opposition est tombé. Donc vous comprenez que l'opposition n'est plus présente dans certains milieux comme auparavant, parce que c'est à des endroits là, jadis l'opposition avait des députés, et quand vous disposez des députés, ces députés là souvent occupent le terrain, leur absence dans ces milieux là ne les a pas toujours arrangés, et puis quand vous suivez les résultats, vous vous rendez compte que Faure Gnassingbé continue de faire des percées au niveau du sud. L'opposition n'arrive pas à percer le nord. Donc tout ça là est à analyser minutieusement pour les uns et les autres. Si on veut
gagner, il faudrait revoir la stratégie pour d'abord stopper l'avancée de UNIR dans le sud et arriver à glaner sur le terrain ou du côté du nord. Merci. Alors, pour ce qui concerne la cartographie que nous reproduit Focus Info à la page 6, il n'y a que dans la préfecture des Lacs, dans quelques communes de la préfecture du Golfe et de la préfecture de Yoto, c'est seulement dans ces 3 préfectures que Agbayome Kodjo est arrivé en tête. Tout le reste, c'est un raz de marée bleu-azur. Les experts des différents partis politiques seront décryptés cela et appréciés. Alors que moi je croyais, ça c'est mon point de vue, vu que la route Lomé-Vaughan n'est toujours pas achevée et que c'est un véritable calvaire pour, en tout cas, un traumatisme. Voilà, pour ceux qui sont de ce côté-là. Moi je disais que on allait sanctionner le parti au pouvoir dans les urnes, alors que les résultats nous donnent autre chose. Je ne comprends pas trop comment ça s'est passé, parce qu'aujourd'hui, quand vous vous rendez à Vaughan, en tout cas la préfecture d'où je suis, c'est pas chose aisée. Si vous n'avez pas les 4 cartes, c'est difficile de s'en sortir. C'est vrai que quand on voit les résultats bruts, on est en train de se poser des questions. Comment est-ce que des préfectures comme Vaud, Lac, Zio, Ave ou autres votent maintenant de plus en plus pour le candidat au pouvoir. Comment est-ce que des préfectures comme Tchaoudja, comme Assoli, comme Tone, comme Oti ont plébiscité le président Faure Gnassingbé, alors qu'il y a quelques mois, c'était dans ces mêmes localités où on notait des manifestations montres contre sa politique. Mais comme c'est des questions sensibles, nous revoyons cela aux états-majors des partis politiques, aux experts, de décrypter, analyser comment est-ce que on en est là. Mais revenu aux journaux, dans l'éveil de la nation, qui écrit à la page 3, les qualités républicaines d'Agbayome Kodjo à l'épreuve de l'acharnement de Monseigneur Kodjo. L'article dit que de conférence de presse en conférence de presse, Kodjo et son poulain appellent les Togolais à descendre dans les rues. Notamment aujourd'hui, nous y viendrons tantôt. Mais autre journal, c'est le détective qui écrit lui aussi, présidentiel de 2020, face au hold-up électoral, Monseigneur Faroko Kodjo appelle à une gigantesque manifestation aujourd'hui même. Nous verrons ce qu'il en est. Autre journal qui se montre quelque peu critique vis-à-vis des résultats, c'est Liberté, qui écrit à la page 4 que plutôt à la page 3, que en plus de la fraude matérielle, le mécanisme e-sentinelle, voilà la fraude logicielle utilisée par le régime de Faure Gnassingbé. Liberté écrit que la fraude, ce ne sont pas seulement les bourrages d'urnes, les votes multiples ou les votes par procuration. Il y avait également en amont un autre système plus scientifique mis en place, donc c'est le e-sentinelle, lequel système traite les informations reçues et renvoie au bureau de vote les conduites à tenir. Et pour finir avec l'analyse des résultats, le journal Le Rendez-vous écrit, présidentiel du 22 février 2020, la montagne va-t-elle accoucher d'une souris? À qui la faute? Se demande la sentinelle, qui trouve plutôt le journal Le Rendez-vous, qui trouve que l'élection du 22 février n'a été qu'une capitulation négociée. Le dictateur, la dictature plutôt a confirmé le mal qu'on pense d'elle. Et pour une 4e fois, Kodjo Gnassingbé Faure dit qu'il a gagné une élection présidentielle. Et de l'autre côté, pour Le Rendez-vous, l'opposition qui est allée à cette élection est composée d'opportunistes et de commerçants, entre mauvaise foi, naïveté, clientélisme, en sorte l'opposition donc qui en sort une fois de plus diminuée. Et pour finir, Le Rendez-vous craint qu'on peut faire le deuil d'une énième occasion d'obtenir l'alternance dans notre pays. Olivier Adja, voilà le pour et le contre des résultats de cette élection. Oui, c'est un scénario, c'est un feuilleton qui dure depuis quelques jours.
Mais il faut dire que aucun Togolais n'était naïf. On savait comment le film allait débuter et comment ça va se poursuivre. On connaît comment les élections, surtout présidentielles, vont dans notre pays. Et donc tout ce qui se passe aujourd'hui n'étonne pas la majorité des Togolais. On s'attendait à cela. Mais il faut quand même dire que l'exception dans cette crise, c'est une crise que moi je dénomme et j'appelle civilisée. C'est-à-dire, contrairement à des années comme 2005 où nous nous sommes battus, les Togolais se sont tués entre eux. Et il y a eu des manifestations aussi en 2010 pendant 5 ans. Cette fois-ci, on voit que la contestation est plus civilisée, entre guillemets. Et c'est aussi l'expression de la démocratie. Nous voulons un État démocratique. Il y a des lois, il y a des procédures pour contester et certains leaders ont décidé de suivre ces procédures ou du moins certains ont décidé aussi de manifester dans la rue. Et on a appris aujourd'hui, normalement, il devrait y avoir une manifestation de la dynamique Projo qui, selon les informations, n'a pas encore eu lieu ou n'aura pas lieu. Et hier, le ministre Payarda Boupessi informait que la procédure de demande n'avait pas été faite. Donc, je crois que c'est pour ces raisons-là que cette manifestation n'a pas eu lieu. Mais tout compte fait... On verra parce que c'est l'après-midi que la manifestation est programmée. Est censée avoir lieu. On verra d'ici là si les organisateurs s'en seront tenus à la réaction du ministre ou bien s'il y aura une certaine velléité de défier l'autorité. Tout compte fait, moi je dis que l'opposition aujourd'hui répète encore les mêmes erreurs. On remet toujours l'ouvrage sur le métier parce que le scénario de 2010 se répète aujourd'hui. Mais est-ce que cette classe va retenir les leçons? Qu'est-ce qui fait que dans une partie du pays, on vote à 100% pratiquement le parti au pouvoir? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des percées du parti au pouvoir dans des régions ou dans des localités considérées il y a quelques années comme des fiefs de l'opposition? Il faut essayer de faire l'analyse et de chercher les raisons donc de cet échec et puis de remédier donc à ces raisons-là. Sinon, je crois que en 2025, on aura le même scénario que Faure Gnassingbé soit candidat ou pas. On aura le même scénario parce que l'opposition n'arrive pas à tirer les leçons de ses erreurs, à se demander qu'est-ce qui a fait que dans cette partie, par exemple dans la région septentrionale, on vote dans certaines localités à 100% pour le parti au pouvoir. Qu'est-ce que nous devons faire pour conquérir ces régions-là? Qu'est-ce que nous devons faire pour raffermir notre électorat dans les localités considérées comme nos fiefs? Voilà, mais on préfère toujours la contestation, on préfère toujours remettre notre sort à la communauté internationale, alors que vous savez, vous et moi, que la communauté internationale ne fera jamais donc le palabre de l'opposition, ne viendra pas prendre la place de l'opposition pour réclamer, par exemple, que c'est celui-là qui a gagné, réclamer que celui qu'on a déclaré vainqueur, qu'il quitte le pouvoir. Justement, à propos de la communauté internationale, il y a l'appréciation très positive des nombres d'observateurs de la CEDEAO, de la CENSAD, de l'Union africaine, dont le président de la commission, Moussa Faki Mahamad, était ou est toujours chez nous. Il y a également l'appréciation de Ibn Chambas, qui agit au nom du secrétaire général des Nations Unies, qui dit même que le Togo vient de montrer la voie à d'autres pays de la sous-région qui vont connaître les élections. Donc, il y a communauté internationale, l'appréciation de l'Afrique, de ces organisations. Maintenant, ces autres pays que Agboyimo Kodjo a encore appelé au secours hier, nous viendrons ce qu'il en sera. Mais Thierry Afankwe, il y a les résultats de la CENI que nous connaissons depuis la nuit du dimanche, mais il y a également ces plaintes, ces accusations de fraude. Ici, on accuse des gens d'avoir voté avec des cartes d'électeurs
de 2003 et autres. Ailleurs, on parle encore de bourrage d'urnes, de votes multiples ou encore vote par procuration avec ces CELI où on a noté que le nombre de votants a exagérément dépassé le nombre d'inscrits, même à l'étranger, dans des pays comme la France ou les États-Unis, où il n'y a pas longtemps, on manifestait contre Faure Gnassingbé. La CENI nous dit que Faure Gnassingbé a obtenu des scores de 100% dans ses représentations diplomatiques. Et maintenant, il va falloir donner forme à toutes ces accusations. Et comme nous apprenons que depuis mardi, Agboyome a introduit son recours à la Cour constitutionnelle, eh bien, attendons le verdict que la Haute Cour va donner d'ici la fin de la semaine. Tout à fait. Par rapport au score de Faure Gnassingbé dans la diaspora, je me dis que c'est possible. C'est possible en ce sens que si c'est ceux qui se sont inscrits, si c'est des gens qui sont du parti au pouvoir, quoi de plus normal qu'ils votent pour leur candidat, parce que le vote de la diaspora, vous savez qu'il y a des critères pour disposer de la carte d'électeur. Mais il se fait que les Togolais, la majorité des Togolais de la diaspora ne disposent pas de ces documents-là requis pour se faire recenser et être détenteur de carte d'électeur. Donc, ça peut se comprendre. Maintenant, par rapport aux résultats dans son entièreté, où il y a des endroits où le candidat d'UNIR fait 100%, ça amène à des interrogations, parce que même Jésus n'était pas aimé à 100% par les siens. Donc, je ne sais pas trop. La preuve, ce sont les siens qui l'ont voilà. envoyé. Voilà. Donc, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, et par rapport également à ces observateurs-là, je crois qu'il faut se méfier beaucoup de ces observateurs-là, parce que beaucoup d'entre eux sont des commerçants. Ils sont là pour se remplir les poches. Comme Olivier l'a si bien dit, c'est pas la communauté internationale qui va faire notre palabre. Il revient aux Togolais, en tout cas ceux qui aspirent à gouverner demain ce pays, de se mettre véritablement au travail. Comme je l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à percer le mystère du Nord, où le candidat du parti au pouvoir fait le plein des voix. Donc, il faut repenser à la lutte. Il faut donner les moyens et à leurs lieutenants, leurs responsables préfectoraux. Il faut leur donner les moyens, parce que qu'est-ce qui se passe quand eux là, ils passent pour les grands meetings, quand ils partent, ils ne donnent pas suffisamment de moyens à leurs responsables préfectoraux de continuer le travail. Quand vous suivez cette campagne, vous vous rendez compte que partout où Faure Gnassingbé passe, il terminait toujours son discours par cette phrase-là, en demandant aux militants de rester sur le terrain jusqu'au jour du scrutin. Et ça dit beaucoup de choses. Alors que pendant ce temps, ceux de l'opposition ne sont plus visibles sur le terrain. Donc, il faut chercher plus de moyens, il faut chercher plus de moyens pour donner aux responsables préfectoraux, et surtout aussi les rassurer, parce que vous ne leur donnez pas des moyens. C'est ça qui fait que quand on vient à la première intimidation, les gars, ils prennent la tangente, parce que leur président ne leur donne pas suffisamment de garanties pour risquer leur vie. Donc tout ça là, il faut repenser à la chose. Il faudrait que l'État aussi puisse libérer un peu les choses pour que nos opposants puissent disposer suffisamment de moyens pour la campagne. Autre plainte qu'on arrive dans le rang de l'opposition, les candidats de l'opposition qui se plaignent que leurs représentants ont été empêchés d'accéder au bureau de vote. Ailleurs, ils ont été chassés. Nous présumons que le candidat Agboyome Kodjo a su formaliser toutes ces plaintes-là à l'endroit de la Cour constitutionnelle. Mais revenons un peu sur les observateurs. Nous en parlons beaucoup. Certains applaudissent quand les propos de ces observateurs les arrangent. Ailleurs, ils sont cloués au pilori. Mais hier même, lorsqu'ils rencontraient ces sympathisants,
le candidat Agboyome s'est un peu moqué de ces observateurs dont il dit qu'ils se sont alourdis de quelques kilos quand il était aussi au pays. Mais il faut rappeler au même Agboyome Kodjo qu'il n'y a pas longtemps, lui-même était allé observer des élections dans d'autres pays. Et à ce moment-là, les missions dont il avait fait partie avaient également produit des appréciations positives dans un pays comme la Guinée équatoriale, qui n'est quand même pas un modèle en matière de démocratie pluraliste. Non, vous savez, lorsque ça dépend de la position où on se trouve. On fait partie des joueurs, ou bien plutôt des spectateurs, on trouve que voilà, donc l'équipe qui joue sur le terrain, donc elle ne joue pas bien. Mais lorsqu'on se retrouve sur le terrain, parfois on fait peut-être moins bien que ceux qui étaient là. De toutes les façons, moi, je comprends Agboyome aujourd'hui, il est dans la peau d'un candidat qui a perdu une élection et qui donc veut revendiquer. Ça, c'est normal. Et je présume qu'il a des éléments pour pouvoir convaincre d'abord et la Cour constitutionnelle et les Togolais et la communauté internationale. Donc, il a saisi la Cour constitutionnelle, je crois, le mardi dernier, qui va rendre donc sa décision. Et j'estime aussi qu'il est bien organisé pour pouvoir brandir toutes ces preuves-là à la vue de nous tous. Parce que moi, j'estime qu'il est difficile pour quelqu'un qui est réfléchi de se baser seulement sur voilà donc des présomptions, des paroles. Il faut quand même arriver à prouver. Alors aujourd'hui, on a fait une élection, on a eu des résultats. Il y a une partie de la classe politique de l'opposition qui conteste ces résultats. C'est normal. Moi, je condamne pas ceux qui contestent ces résultats et j'appelle plutôt les instances qui doivent connaître du contentieux de faire leur travail en toute impartialité pour situer les Togolais. Mais en tant qu'observateur neutre, comme journaliste, nous avons parcouru tout le pays. En réalité, s'il ne fallait que se baser sur la campagne telle qu'elle s'est déroulée, l'opposition n'a pas existé. L'opposition n'a pas existé sur le terrain de la campagne, de la mobilisation sur le terrain. Et à vue d'œil, on se demandait comment l'opposition allait faire pour l'emporter. Bon, aujourd'hui, il y a une partie de l'opposition qui dit qu'elle l'a emporté. Soit maintenant qu'on nous prouve que, avec les preuves à l'appui, que nous avons gagné ces élections. Parce que j'ai entendu des gens dire oui, dans cette zone, comment les gens peuvent voter quelqu'un à 100%, et comment les gens peuvent voter quelqu'un. Oui, mais le contraire, comment vous prouvez le contraire? Et les gens n'ont pas voté. Alors, montrez-nous que les gens n'ont pas voté à cette personne. Et nous tous, nous serons convaincus. Quoi? Parce qu'aujourd'hui, on a construit une société cartésienne où, voilà, ce sont des éléments de preuve qui arrivent à nous convaincre. Sinon, le contraire, on est encore attentif à ce que Agboyome et son équipe vont nous produire. Par rapport à la mobilisation, je veux dire au moment de la campagne électorale. Au moment de la campagne électorale, je crois que à part à part Fognan Singbe, à mon humble avis, c'est Jean-Pierre Fabre en réalité qui a encore mobilisé au cours de la campagne. Mais il se fait que pour les militants ou les gens déployés pour les meetings de Fognan Singbe, la majorité détient plutôt la carte d'électeur. C'est des gens qui sont en possession, voilà, qui sont en possession. Mais il se fait qu'au niveau de l'opposition, comme je l'ai dit, l'erreur de 2018, il continue de payer pour cela. Il se fait que ceux qui accompagnaient l'opposition, la plupart n'avaient pas cette carte-là. Du coup, ils ne pouvaient pas voter, ils ne pouvaient pas s'exprimer dans les urnes. Donc, tout ça, là aussi, quelque part, a défavorisé l'opposition. Comme l'a dit un confrère lors de la dédicace à Lomé du livre de Jean-Paul Agbo, La démocratie en construction, on disait que il disait que en réalité la politique est une question d'opportunité. Il faut savoir saisir les opportunités et c'est ça qui manque des fois à l'opposition togolaise. C'est-à-dire que quand vous faites le lit
au régime, lui, il avance. Il se couche. Voilà. Donc, il y a eu des analyses qui disent que l'opposition s'est présentée assise contre Faure Gnassingbé. Déjà, ça veut dire que ce qui est sûr, ses partisans ou ses sympathisants vont être émiettés en 6 partis. Ça, c'est normal. Mais le parti au pouvoir, ses militants, eux, ils n'avaient qu'à voter pour un seul candidat. Ça, c'est un élément. Mais moi, j'aimerais quand même mettre l'accent sur le fait que cette élection nous rapporte beaucoup de leçons. Et l'une des principales leçons que moi je retiens, c'est que il y a eu alternance dans l'opposition. Il y a eu alternance dans l'opposition, en ce sens que Jean-Pierre Fabre, après 10 ans de popularité, aujourd'hui, a fait ses 2 mandats et il a laissé la place à un certain Agbeome Kodjo. Agbeome Kodjo, quand vous prenez ces chiffres, lors des élections, toutes les élections passées et les chiffres qu'il a fait aujourd'hui, c'est un bon qualitatif. Oui, il faut rappeler qu'en 2010, Agbeome Kodjo avait récolté 0,95%. Il vient de passer maintenant à 18,37% selon le chiffre de la CENI. Mais à ce niveau-là, il y a un débat. Est-ce que ces élections du 22 février ont révélé une certaine popularité de Gabriel Mensah Agbeome Kodjo? Je ne crois pas. Ou plutôt, est-ce que Agbeome Kodjo récolte l'aura de Monseigneur Philippe Fanou Kokoudou? Non, mais c'est deux faces d'une même pièce, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dynamique Kodjo soutient Agbeome Kodjo. Agbeome Kodjo aussi, aux yeux des Togolais, représente quelqu'un qui connaît le système, qui vient du système, qui connaît ses méthodes. Et les Togolais, ceux qui ont voté pour lui, se sont dit, voilà quelqu'un en qui nous pouvons confier notre destin, parce que l'ancien, c'est-à-dire Jean-Pierre Fabre, s'est essayé 2 fois ou 3 fois, il n'a pas pu réussir. Donc lui aussi, qu'il a réussi. Mais l'autre analyse que les uns et les autres font, et qui sont à mon point de vue, en tout cas bien réfléchi, c'est que Agbeome Kodjo, aujourd'hui, en réalité, est du système, entre guillemets, c'est-à-dire est un produit du système RPT. Produit ou bien ancien produit? Non, est un produit du système RPT. Il a encore des liens avec le système. Il a des passerelles, même s'il n'est pas dans le système, il a des passerelles. Donc les Togolais se disent, nous ne voulons plus les radicaux. Nous ne voulons plus ceux qui refusent tout, ceux qui rejettent le bébé avec l'eau du bain ou qui tirent sur des ambulances. Mais nous voulons quelqu'un qui puisse parler avec les autres, qui puisse faire peut-être s'il y a une alternance douce. Donc c'est un message à l'endroit des radicaux, à l'endroit des populistes. Le Togolais refuse que ils en ont assez. Ils ne veulent plus cette façon de faire de la politique. Mais tout porte à croire plutôt que les radicaux du système se renforcent davantage avec ce score autour pratiquement à près des 3 quarts de l'électorat et que non, je m'adresse aux radicaux des 2 cas. Aux radicaux parce que Jean-Pierre Fabre est considéré comme un radical des radicaux. Donc aujourd'hui, les populations disent tout simplement, on ne veut plus de la façon dont tu faisais la politique. Merci, mais revenons aux témoignages des observateurs. Tous les témoignages des observateurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, qui se sont exprimés, leur appréciation est un satisfecit. L'élection s'est bien passée, crédible, transparente, aux résultats acceptables. Ceux qui ne sont pas contents s'adressent aux voies légales. Jusqu'à mercredi, où nous avons obtenu un autre son de cloche, c'est ce communiqué. Je ne sais pas si je dois dire communiqué du gouvernement des États-Unis d'Amérique ou bien communiqué de l'ambassade des USA au Togo. Thierry Afanoukoui, quelle est la formule appropriée? Non, mais c'est du gouvernement. L'ambassade représente ou incarne le... Non, attention quand même. Mais qui a envoyé l'ambassadeur ici? C'est le gouvernement américain. Donc l'ambassade pose des actes au nom du gouvernement américain. Okay, il n'y a pas de débat. Le confrère L'Alternative s'en inspirant écrit que les États-Unis d'Amérique mettent en cause la crédibilité de la CENI. Nous avons déjà présenté les extraits du communiqué hier. Nous ne revenons plus là-dessus. Mais la réaction du gouvernement américain est également diversement appréciée. La preuve, le confrère Vérité des Peuples écrit que l'ambassadeur des USA au Togo réclame les résultats bureau de vote par bureau de vote, une démarche solitaire d'Eric Stromae qui n'engage ni les USA ni le groupe des 5. C'est citation de l'article du confrère Vérité des Peuples. Autre journal, c'est l'Éveil de la Nation qui écrit, lui, quand Eric Stromae opère en solitaire pour créer l'instabilité au Togo. Et Liberté lui écrit que la France, Liberté, après la sortie courageuse
des États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, l'Union européenne et l'ONU, devant leurs responsabilités, justement, s'inspirant de cette réaction, Thierry, le candidat Agbéoméo Kodjo en appelait également à ces puissances et institutions d'emboîter le pas de gouvernement américain. Une association aussi, en aucun cas, qui a également appelé ces puissances et institutions à faire comme les États-Unis d'Amérique. De l'autre côté, on a également écouté la réaction du gouvernement par la voix de Gilbert Bawara. Est-ce que par cette réaction des USA, est-ce que nous ne connaissons pas une certaine petite crise diplomatique? Nous ne souhaitons pas cela pour notre pays parce que vous savez que depuis quelques années, les États-Unis sont revenus en force dans notre pays à travers leurs différents programmes MCC et autres. Et ces projets-là vont profiter à la population togolaise. Vous allez constater que depuis la publication du communiqué de l'ambassadeur, les réactions qui ont suivi sur les réseaux sociaux et après la sortie de Gilbert Bawara, il y a toujours une nuance, il y a cette façon-là de ne pas trop aller en guerre contre le partenaire américain. On est en train de mesurer les pour et les contre. Et je crois avoir lu quelque part que le gouvernement a pris acte de la sortie du communiqué de l'ambassadeur. Maintenant, et Olivier l'a dit, la communauté internationale ne va pas faire notre palabre. De par le passé, il y a eu des réserves de certains pays partenaires du Togo sur les différents scrutins que nous avons connus, mais ça n'a pas amené à un changement de situation. Donc, il faudrait que Agbéoméo, qui estime que sa victoire a été volée, puisse s'armer de tous les moyens, en tout cas légaux, pour obtenir sa victoire, si tant est que il a véritablement gagné les scrutins. Et puis nous allons demander à la Cour constitutionnelle de ne pas nous servir le plat qu'il a l'habitude de nous servir. Il faudrait que cette fois-ci un travail minutieux soit fait par rapport au recours du candidat Agbéoméo. J'ose croire aussi que les autres candidats, puisque l'ANC aussi n'est pas satisfaite sur ce qui s'est fait, et l'ANC parle même de parodie d'élections. Est-ce que l'ANC a aussi introduit un recours? Bon, je ne sais pas trop, mais je veux bien croire que ça doit être la démarche des 6 candidats qui sont les perdants aujourd'hui. Donc, il faudrait que le travail que la Cour constitutionnelle va faire soit un travail sérieux pour situer les uns et les autres, puisque Agbéoméo, l'autre fois à sa conférence de presse, montrait des bulletins prévotés. Je veux bien croire que ces bulletins-là ont été joints à sa requête, à sa saisine. Il faudrait qu'on puisse faire la lumière sur tout ce qui s'est passé pour que cette fois-ci les Togolais soient satisfaits de la décision de la Cour constitutionnelle. Parce que quand vous prenez les résultats, il faut dire que la victoire de Fagne Gnassingbé est très spectaculaire. Est très spectaculaire en ce sens que même le score, faire par unir en 2018 par rapport aux législatives n'atteint pas le pourcentage de 72%, et même pour les communales. Donc, en 2 ans, avec la contestation qu'on a connue, et par rapport au scrutin de 2015, vous rendez compte que Fagne Gnassingbé a fait un bond de 14%. Donc, il faudrait que tout soit bien fait, et pour que ceux qui seront les perdants ou sont les perdants puissent être convaincus du fait qu'ils ont perdu, et que celui qui a gagné soit certain qu'il a véritablement gagné. Non, mais à propos de la réaction de l'ambassade des États-Unis, d'abord, c'est une représentante diplomatique, donc elle a le droit de faire un communiqué sur le fonctionnement ou certains
situation dans le pays. D'autant plus que l'ambassade là a déployé des observateurs sur le terrain. Donc là, c'est un élément ou du moins un aspect que moi j'épouse et que j'accepte. Mais il y a une question, c'est-à-dire que pour ce genre de choses, la plupart du temps, c'est le département américain leur département des affaires étrangères, disons-le ainsi, qui fait des communiqués à l'endroit des États parce que il y a des câbles diplomatiques, il y a des messages que la représentation ici envoie à ses supérieurs et qui jugent de l'utilité de faire un communiqué ou non. Je suppose que ce communiqué a été fait, peut-être avec l'aval des supérieurs, mais la question pourquoi est-ce que cette fois-ci c'est plutôt l'ambassade qui fait un communiqué et non le département américain des affaires extérieures. Eh bien, on va on va terminer là-dessus, mais je suis d'accord aussi qu'on fasse le décompte des voix bureau de vote par bureau si c'est prévu par la loi. Si c'est prévu par la loi, ça va apporter plus de clarté de toutes les façons. Si ce n'est pas prévu, alors c'est la CENI qui apprécie l'utilité ou l'opportunité de le faire. Maintenant, est-ce que si on fait ce décompte-là, ça va... Quelle est la différence? Puisqu'on a dit que quelqu'un a recueilli peut-être 1 million, quelque chose de voix. Si on fait les décomptes, on aura toujours ces voix-là. On va faire les décomptes pour... Peut-être, il faut rappeler que Agboyemo Kodjo réclamait la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote avant même le jour du scrutin. Maintenant que la question se retrouve posée, c'est vrai que ce n'est pas expressément dit dans le code de la presse, dans le code électoral, mais comme ce n'est pas non plus interdit, pour fixer l'opinion, eh bien, on publierait ces résultats bureau de vote par bureau de vote et chacun pourra confirmer, constater si les résultats publiés par la CENI sont conformes au PV établi dans les bureaux de vote. Absolument, je l'ai dit que ça va, mais c'est la CENI qui apprécie l'opportunité et aussi, si l'ambassade des États-Unis fait ça donc injonction et la CENI se plie, demain l'ambassade de France vient demander autre chose. La CENI va se plier. Demain l'ambassade d'Azerbaïdjan vient demander. Je me demande où est-ce qu'on va. Merci. On va terminer rapidement. Vous permettez, parce que au fait, l'ambassadeur des États-Unis au Togo, même si son communiqué est salué par certains, et ça pose un véritable problème en ce sens que jusqu'à la veille du scrutin, l'ambassadeur des États-Unis au Togo s'est joint aux autres qui nous appelons communément le groupe des 5, ont félicité la CENI par rapport au travail abattu jusqu'à la veille du scrutin. Or, bien avant cette félicitation, il y avait déjà, comme vous l'avez si bien rappelé tantôt, Agboyemo Kodjo qui réclamait à corps et à cri que le scrutin soit proclamé bureau de vote par bureau de vote. Pourquoi en ce moment l'ambassadeur n'avait pas appuyé cette doléance? Donc c'est là où... Merci, on va finir rapidement avec la contestation et avec ce que nous rappelle l'alternative, Monseigneur Kodjoro, qui appelle à descendre dans les rues aujourd'hui même. Monseigneur Kodjoro qui appelait les personnes du 3e âge à montrer la voie de courage aux jeunes qui se font toujours attendre. Mais à cela, l'Union pour la patrie écrit lui que le pouvoir de l'homme montre sa bonne foi pour la contestation électorale et revendication de victoire à la présidentielle. Et Togo Matin qui nous rappelle que Monseigneur Kodjoro et Agboyome ne pourront pas manifester aujourd'hui. Thierry, plutôt Olivier, paraphrasait tantôt cette réaction de Payadoa Boupessi qui disait que la démarche n'a pas suivi les voies légalement prescrites et pour cela, manifestation ne saurait avoir lieu. Et également ce matin, on a appris que la résidence de Monseigneur Kodjoro à Amanda Homé a été encerclée et il y a un message qui circule sur les réseaux. Un père qui se plaint même qu'il a envoyé des confrères prêtres célébrer la messe quotidienne
dans la résidence de Monseigneur Kodjo et que cela, les prêtres n'ont pas pu accéder au lieu pour célébrer cette messe. Et nous avons joint une source autorisée qui nous dit que le secteur de Kodjo est bouclé et personne ne peut avoir accès à la résidence, que c'est pour des raisons sécuritaires. Il est 12 heures, passé légèrement de quelques secondes. Olivier Adja, Thierry Afanouke sont à nos côtés également. Le directeur général de la météorologie nationale, Dr Latif Issaou, nous ne l'avons pas séquestré, mais il est resté volontairement à nos côtés. C'est pour répondre à vos préoccupations, si vous devez en avoir sur cette anomalie climatique que nous vivons actuellement. 23.5 Canal FM. Eh bien, nous avons fait le tour de la presse-scrutin présidentielle, mais nous avons commencé également par le réchauffement climatique que nous vivons et dont nous souffrons. Et maintenant, et pour cela encore, je rappelle, le directeur général de la météorologie est à nos côtés. L'ami Pelé en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bon, aujourd'hui encore, est-ce qu'il y a des éléments incontrôlés qui voudraient attaquer M. Agbeone et M. Kodjo? Parce qu'on a dit, la part personne a dit qu'il y a des éléments incontrôlés qui veulent les attaquer. Bon, concernant ce que vos confrères disent sur le plateau que Fogn Yacine a fait les campagnes, a fait campagne. Ben, vous dites quelque chose et c'est le contraire. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a vu, quand vous avez vu seulement Fogn Yacine sur le terrain et après ensuite Jean-Pierre Fabre. Pourquoi Fogn Yacine est premier et Jean-Pierre Fabre n'est pas deuxième? Vous voyez déjà que vous êtes en contradictoire. Il ne faut pas compter sur les affiches et les tricots que le peuple togolais a soif de la tenance. Et ils savent là où il va. Ils savent là où il va. Il ne faut pas embrouiller la population. S'il vous plaît, ne nous faites pas un procès d'intention. Nous ne faisons que analyser les éléments au jour le jour. Quant à la question de savoir s'il y a des éléments incontrôlés qui menaceraient la vie de celui-ci, celui-là, je pense que la personne appropriée à cette question, c'est le ministère de la Sécurité. Nous prenons acte de ce que nous avons appris, que la résidence de Monseigneur Kodjo a été bouclée. Nous avons approché une source gouvernementale qui nous a dit que c'est pour des raisons sécuritaires. Maintenant, pour le reste, Thierry Afanouke? Je crois que c'est moi qui avais dit cela, mais l'ami m'a mal compris. J'ai dit, ceux qui étaient dans les meetings du candidat Fogn Yacine, la majorité est détentrice de cartes d'électeurs. Par contre, ceux qui suivaient l'opposition, c'est des gens, la plupart n'ont pas de carte d'électeur pour voter. Donc, tout cela aussi explique ce qu'on a aujourd'hui. Merci. Une chose est de vouloir le changement, une autre est de travailler véritablement pour le réaliser. L'auditeur suivant, Monsieur Kodjo, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Hier, ce que je voudrais dire, c'est ça que le dernier, votre confrère avait dit sur l'ambassade, l'ambassadeur d'Amérique. Oui. Parce que avant, la société civile et les candidats avaient tant réclamé publication de votes et tout ça là, mais ils n'ont rien dit. Maintenant, ils viennent nous dire quoi après? C'est pourquoi je dis que, à part unir ceux qui nous prennent ceux qui prennent le Togo en otage, c'est la France et l'Amérique. Je m'explique. On nous a dit que c'est un soldat français qui a tiré sur... S'il vous plaît, n'ouvrez pas une boîte à Pandore. Nous sommes en train de parler de l'élection. Allô? Oui. L'ami Kodjo, je vous sens en train de déborder. Revenez s'il vous plaît sur l'analyse de la période post-électorale. Si l'ami Kodjo est parti, je souhaite qu'il revienne, qu'il précise sa question, son intention, mais qu'on ne déborde pas et qu'on reste dans le cadre de l'émission. Un autre abonné, bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Oui. Bonjour au plateau. Oui, nous vous suivons. J'ai une question au directeur. Ah oui, il vous et écoute. Un commentaire. Nous passons à l'industrialisation du monde. Et le Togo en fait partie. Et je ne vois pas les contreparties pour sécuriser la couche d'ozone. Est-ce que cela n'est pas le fond même du dossier? Ça, c'est la question.
pour le commentaire. Et si les journalistes s'aventurent sur l'analyse des taux de 72%, ils vont se perdre. Pour le fait que l'opposition a manqué à certaines de ses devoirs, que moi j'aimerais rappeler, et je serai un peu dur dedans. Puisque le pouvoir en place a laissé des opportunités que l'opposition devait utiliser. Je prends les 6 membres du bureau de vote. Il devait avoir 2 membres de l'opposition parlementaire, un élément de l'opposition extra-parlementaire. Ça fait 3. Ça veut dire que dans les 9000 bureaux de vote que nous avons... 9339. Voilà. L'opposition, en symbiose ou bien en synergie d'effet, devait se défendre. Mais le samedi passé, moi j'ai vu la complaisance de ces 3 éléments-là qui voyaient les fraudes, qui laissaient passer les fraudes. Et c'est lorsque vous intervenez qui abdique. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, l'opportunité était donnée à l'opposition de fournir 6 délégués dans chaque bureau de vote. Quand je faisais le compte par candidat, ça faisait pratiquement 50 millions si on doit payer un délégué par 5 000. Ils ont manqué à ce devoir-là. Donc, le regard de sécurisation de bureau de vote a manqué. Un autre élément... Et vous allez terminer par là, s'il vous plaît? Je termine par là. Vous savez que, de par l'opposition, vous avez des fiefs. Au moins, positionnez-vous dans votre fief pour garantir la non-existence de la fraude et fournir les preuves à l'autre candidat pour défendre les scores qu'on vous affecte. Vous avez aussi manqué à ce devoir-là. Comment on peut travailler pendant 30 ans comme ça? Merci. Eh bien, monsieur le directeur général, est-ce que le réchauffement climatique est dû à l'industrialisation? Si oui, est-ce que les pollueurs paient à juste titre les services qui nous font vivre? C'est là le problème actuellement au niveau des conférences, les COP que nous suivons dans les différents pays, surtout quand on organise les COP. Donc la situation est tellement difficile. Les pays développés qui polluent beaucoup plus prennent des engagements. Ils prennent des engagements qui n'arrivent pas à honorer. Donc c'est là le problème majeur. Donc parlant de la couche d'ozone actuellement, en fait la couche d'ozone, le problème de la couche d'ozone, c'est de laisser passer ce que nous appelons les rayons ultraviolets qui donnent certaines maladies sur Terre. Mais parlant du réchauffement climatique, c'est surtout vraiment l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc c'est cette réduction-là que les pays développés devraient prendre des engagements pour pouvoir aider les pays sous-développés, mettre en place pour faire l'atténuation et diminuer. Et qui ne font pas encore. On va repartir à l'assaut des auditeurs et nous tombons sur Isaac. Bonjour. Allô Isaac. Allô l'ami Isaac. Chad, Isaac parti ou perdu, nous gagnons en retour. Il va venir incessamment. Le temps que le directeur votre conclusion à cette première question. Voilà, donc c'est pour dire que voilà, il va falloir que les pays développés essaient d'assumer leurs engagements pour que les pays sous-développés aient des moyens, aient des appuis pour pouvoir essayer de mettre en place ce que nous appelons les forêts qui séquestrent le gaz carbonique pour épurer vraiment l'atmosphère. Merci. Maintenant, on annonce Thomas Nousoukoué, bonjour. Oui, bonjour Chasgao. Oui. C'est Thomas Nousoukoué. Oui, vous êtes en ligne. Oui, merci beaucoup. Je voudrais vous dire que la manifestation de ce jour aura bel et bien lieu. Malgré que le domicile de M. Agboume Kodjo et de Monseigneur Kodjo soit encerclé. Je vous parle en tant que conseiller spécial du candidat Agboume, Gabriel Mensah Kodjo. Merci. Et je voudrais vous dire que c'est une dynamique qui a soutenu la candidature de Gabriel Mensah Agboume Kodjo. Que les forces de l'ordre aillent encercler leur domicile. Nous autres qui sommes de la dynamique,
Bon, j'aurais bien aimé qu'il puisse être là, mais il reviendra sûrement. La technique. Maintenant, c'est Johannes. Bonjour. Bonjour, monsieur Sage. Oui, Johannes. J'aimerais bien que le temps de parole de chacun soit assez proportionnel pendant que d'autres font plusieurs minutes. Nous aussi, on aimerait avoir l'occasion de dire ce pourquoi nous appelons. Merci. Dites, Johannes. Voilà. Mon premier point aujourd'hui, malheureusement, je ne vais pas parler de l'anomalie climatique. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'anomalie politique. On reproche chaque fois aux opposants le manque de stratégie. Les journalistes font souvent cette reproche à l'opposition. Mais à chaque fois également, je me demande dans quel pays l'opposition doit être parfaite avant d'accéder au pouvoir. Nous sommes en train de réclamer des élections claires. Je ne pense pas que Emmanuel Macron, avec son mouvement, avait des stratégies parfaites. Mais le seul problème, c'est que Emmanuel Macron ne serait pas arrivé au pouvoir, que vous aurez remarqué que c'est après que les critiques allaient fuser pour dire est-ce que son mouvement s'était vraiment structuré, tout ça là. Mais les élections sont claires là-bas. Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir et on n'a même pas le temps de le critiquer pour voir si sa stratégie est parfaite ou pas. Notre problème ici, c'est des élections claires. L'opposition aurait pu arriver au pouvoir depuis. Aujourd'hui, on ne serait pas là en train d'accuser l'opposition d'avoir pas une stratégie qui ne lui permet pas d'arriver au pouvoir. Mon deuxième point, ce qui est pathétique dans les analyses aujourd'hui que je viens d'écouter, c'est que tout d'abord, Olivier nous dit que lorsqu'on réclame les résultats, bureau de vote, pas bureau de vote, qu'ils nous disent que même si la CENI s'évertue à faire cela, on aura les mêmes résultats. Je me demande qu'est-ce qu'il en sait. Je ne sais pas si vous avez bien suivi Olivier sur ce sujet. Si, il nous a dit que même si on proclame les résultats, bureau de vote, pas bureau de vote, l'avance est tellement énorme qu'il n'y aura pas de grands changements. Mais alors là que la CENI Johannes, comme Olivier est encore en direct, Olivier, est-ce que Johannes vous a bien compris ou bien c'est ce que vous avez effectivement dit? J'ai dit si on publie les résultats bureau de vote par bureau de vote, s'il faut Yancibi a 1 million de voix, il aura toujours 1 million de voix parce que les urnes sont là et il y a les bulletins dans ces urnes-là. C'est les bulletins, si on compte 1 à 1, on aura toujours les mêmes nombres. Donc il faut prouver peut-être qu'il y a eu bourrage ailleurs. C'est-à-dire, il faut prouver en amont. Mais si c'est le décompte, on aura toujours les mêmes chiffres. C'est mathématique. Merci. Et bien, Johannes. C'est là où moi je me dis que qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez qu'il y aura toujours les mêmes résultats? Et qu'est-ce que vous en savez, Johannes? Non, c'est pourquoi nous réclamons tous que ce soit fait. Eh bien, vous avez écouté, nous avons demandé. Pour terminer. Oui, nous avons aussi demandé si la CENI ne se reproche rien. Eh bien, même si ce n'est pas expressément prévu dans le code électoral, qu'on publie bureau de vote par bureau de vote, et nous serons tous tout à situés. Tout à fait. La dernière fois, vous avez dit que ça prendrait peut-être au plus grand mot 6 heures de temps si on voulait le faire. 6 jours et demi. 6 jours. Et je me demande que vos 6 jours dans la vie d'une nation. Nous sommes dans notre pays, nous allons trouver les 6 jours là pour décrypter tous les trucs. Ok, merci beaucoup, Johannes. Déjà, le suivant, Kofi Hunkpati, bonjour. Ouais. Bonjour, Seth. Oui. C'est monsieur. Bon, je vous salue tous. Oui. S'il vous plaît, vous les journalistes, s'il vous plaît, hein, quelqu'un vous a dit la fois parce que soyons francs, vous les journalistes, parce que nous sommes tous les Togolais. Depuis la confédération Togo là, ça fatigue les gens. Maintenant, on demande qu'on compte les bulletins, bureau de vote par bureau de vote. Ça, c'est votre problème, ça. C'est votre problème encore, monsieur Sassin. Alors, monsieur Hunkpati, est-ce que vous nous suivez bien? Est-ce que vous comprenez bien ce que nous disons aujourd'hui? Ouais, je vous suis très bien. Et vous nous comprenez? Je vous suis. Ok. Je vous suis. Vous disiez que l'opposition n'a pas de représentant de voter. C'est pourquoi, chaque fois c'est comme ça. C'est ce que cela vous a dit que Emmanuel Macron était venu en France là. Est-ce que son association là, c'était parfait avant qu'il est venu au pouvoir? Laissez les opposants togolais en paix. Nous sommes les frères togolais journalistes. Hein? Je préfère qu'on ne réagisse pas à ce que l'ami Hunkpati a dit et nous passons directement à monsieur Maglo.
Et ça, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Maglo. Bonjour à l'assistance. Oui. Je voudrais tout simplement faire une remarque. Vous savez, je ne vais pas me cantonner seulement sur ce qui se passe au Togo, mais dans le monde, sur la planète entière. Notre vie aujourd'hui s'apparente un peu, même dans le domaine des élections, à une rubrique là. Ce qu'on écrit dans la rubrique, le monde comme il va. Je ne sais pas si c'est dans Togo Presse. Oui, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est dans Togo Presse tous les mercredis. Alors, qu'est-ce que je voudrais signifier par là? Ce que je vais dire, ça ne va pas tellement plaire à la jeunesse. Aujourd'hui, tout ce qui est condamné unanimement hier est accepté. Ça, nous sommes tous d'accord. Que ça soit le mal, on dit c'est le bien. Et je me dis, si nous, d'un certain âge, de 70 jusqu'à 80, 90 ans, nous avons notre raison d'être encore sur cette planète. Nous empiétons sur le tas de la jeunesse aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, et plus précisément au Togo, il y a 20 ans, 30 ans, on ne penserait pas cela. Et nous voyons des manquements graves et qu'on mobilise la plus folle de l'intelligence pour nous démontrer que Monsieur c'est Maglo, que ce soit les journalistes, vous les journalistes, les philosophes, ils nous démontreront que le blanc justement, monsieur Maglo, c'est pas une tribune de philosophie aujourd'hui. Souffrez qu'on revienne aux commentaires de la presse. Non, c'est un cri d'alarme, c'est un cri de détresse que moi je pousse. Merci parce beaucoup. Que ce que vous tentez de démontrer, que vous soyez journaliste, philosophe ou tout, ce n'est pas possible. Monsieur Maglo, pour une certaine génération. Vous nous avez souvent égratigné, mais laissez-moi vous dire que vous-même, vous êtes journaliste. Vous avez travaillé dans les médias publics. On sait ce que vous avez pu faire ou n'avez pas pu faire. S'il vous plaît, arrêtez de jouer au donneur de leçons. Arrêtez de jouer au donneur de leçons. Nous connaissons dans ce pays. Nous savons ce que vous, monsieur Maglo, vous avez fait quand vous étiez dans les médias publics. Les ailes également que vous avez montrées, nous en sommes témoins. Arrêtez de jouer au donneur de leçons et ensemble, nous allons de l'avant. À l'auditeur suivant, s'il vous plaît. Allô, monsieur Sass, bonjour. Oui, bonjour à vous. Oui, c'est monsieur Alassane. Monsieur Alassane. Oui, eh bien, nous vous écoutons. Sur un point, à chaque fois que je vous écoute, je vois que les mêmes points reviennent. Bon, les militants de l'opposition qui interviennent chaque jour, ils font des tapages, ils disent des choses à l'encontre des militants d'UNI. Bon, je me pose la question à savoir, les militants d'UNI, là, ils sont des Togolais ou bien ils ne sont pas des Togolais? Parce que, à un moment donné, on dirait que ce ne sont pas des Togolais qui ont voté pour estimer que la CENI vient de proclamer. Mais ce qu'ils font, et avec Monseigneur Kodjo, qui parle au nom du peuple togolais, et ces militants là, ils ne sont pas dans le peuple, ils ne sont pas parmi le peuple togolais. C'est la question que je me pose chaque fois. Eh bien, je ne sais pas si la question est à nous ou plutôt aux militants du Parti Uni. Tout ce que nous pouvons leur dire aux militants d'Uni, s'il y en a, la tribune du Club de la Presse, c'est aussi pour vous. Vous avez l'occasion, besoin de répondre à vos camarades des différents partis de l'opposition. Nous allons recevoir un dernier auditeur aujourd'hui. Oui, bonjour. C'est comme la vie d'Avéji. Ah, comme la vie d'Avéji, bonjour. Oui, je salue tous ceux qui sont là-bas. Et je voudrais intervenir à propos de l'analyse que vous êtes en train de faire. Oui. Surtout concernant la campagne. Vous avez dit que faudra mobiliser des gens. Et un de vos collègues disait que tous ceux qui suivaient le cortège, qu'ils avaient tous la carte. Je ne sais pas comment lui il a pu savoir que tous ceux qui suivaient le cortège du président avaient tous les cartes. Or, moi principalement, mes frères qui sont de l'opposition, mais ils étaient partis faire la campagne pour Ford. Et maintenant vous dites que c'est parce que les gens sont sortis, ils ont voté pour Ford. Donc l'analyse que vous avez fait là, c'est un peu biaisé. Ok. Mais vos frères là, ils sont dans quelle région? Et comment savez-vous que tous vos frères sont militants de l'opposition? Mes frères, ils sont au Togo.
l'opposition au Togo. Mais comment savez-vous que vos frères sont de l'opposition et comment pouvez-vous affirmer ce qu'ils ont voté le 22 février? Ils sont de l'opposition, ils sont allés prendre 2000 pour la campagne et ils vont voter pour le parti au pouvoir. Bon, là, ok. Thierry, comment pouvez-vous vous assurer que tous ceux qui suivaient Faure Gnassingbé avaient leur carte d'électeur? Que les gens ne perdent pas de vue que nous sommes des journalistes et nous avons cette chance-là de participer au meeting, d'être mélangés à la foule et nous échangeons avec les gens. Est-ce que l'ami qui vient de téléphoner dispose du fichier électoral ou du taux de participation d'enrôlement au nord et celui au sud? Ça veut dire que faut pas faire de polémique inutile. Nous tous, nous avons été témoins dans ce pays quand en 2018, on a lancé le processus d'enrôlement, de recensement. On sait comment ça s'est passé. Et les résultats sont là aujourd'hui. La preuve au communal, et on a aussi les résultats. Donc, de grâce, ne vous mettez pas dans le rôle de journaliste ou de donneur de leçons si ce que vous avancez, vous n'êtes pas certain de cela. Sinon, personnellement, j'ai eu la chance de vivre en tout cas certains grands meetings de la campagne et je sais de quoi je parle et j'assume cela. Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Comment ne pas remercier encore une fois le directeur général de la météorologie nationale qui a sacrifié une bonne partie de sa mi-journée pour être à nos côtés, pour nous expliquer ce pic de chaleur que nous vivons actuellement, les effets que cela peut avoir sur notre santé, les comportements que nous devons adopter en cette période. Docteur Latif Issaou, qu'avez-vous à nous dire en conclusion de cette émission? Merci, c'est pour remercier la population et les auditeurs et auditrices qui nous ont suivis pour cette émission. Donc, permettez-moi de remercier quelques personnalités, ou bien ou plus. Donc, surtout le président de la plateforme de réduction des risques et catastrophes, le ministre de la sécurité et de la protection civile, donc qui nous a appuyé vraiment pour reprendre la diffusion du bulletin de la prévision quotidienne au niveau de la télévision mère, c'est-à-dire la TVT. Donc on invite toute la population de suivre ces prévisions quotidiennes-là qui leur donnent une idée du temps qui fera pour les 24 heures. Donc ça leur permet vraiment de pouvoir programmer leurs activités. Donc, si vous permettez, comme nous sommes à l'heure de la technologie, il faut trouver un moyen également que vos bulletins ne soient pas seulement, en plus de la TVT, que vous puissiez les mettre à disposition par les réseaux de la technologie. Oui, en plus de la TVT, nous le faisons. Donc, vous le faites déjà. Oui, il y a même un groupe pour les médias où chaque jour. Chaque jour. Donc on travaille beaucoup plus avec les médias. On les a formés là-dessus. Quand on fait le bulletin de la prévision dans la soirée, donc le matin, nous faisons la mise à jour et on balance ça sur les réseaux sociaux. Donc il va falloir que la population suive ces prévisions-là qui sont tellement importantes. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, merci directeur général. Merci beaucoup. Nous aurons à vous solliciter à chaque fois que de besoin pour éclairer l'opinion. Avec plaisir, avec plaisir. Merci. Eh bien Thierry Afanko et Olivier Adja, c'est la période des cartons. Je rappelle juste que le carton, c'est sur un sujet et à des personnes physiques et morales qui n'ont pas été abordées ce jour. Non, pas de carton, juste informer que la polémique continue, puisque le CAR aussi vient de sortir un communiqué par rapport à la célérité avec laquelle la CENI a proclamé les résultats. Mais le CAR dit qu'il va se prononcer incessamment sur tout ce qui s'est passé. Je me demande comment il arrivera à le faire quand on sait qu'il a fait retirer ou il a demandé à ce que son représentant ne soit plus à la CENI. Donc, il s'est rebellé. Voilà. Donc le représentant de CAR à la CENI s'est rebellé contre son parti et continue à siéger. Voilà. Bon, donc c'est pour rire un peu. Mais je maintiens ma demande que la Cour constitutionnelle puisse faire un travail scientifique pour que ces
pour faire taire ces polémiques-là. Que la haute cour motive au maximum la décision qu'elle nous annoncerait. Voilà, pour que la polémique soit éteinte. Cela peut avoir couleur d'un carton vraiment civique et citoyen. Olivier Adja? Non, si j'ai un carton vert, c'est à l'endroit de la presse togolaise qui d'abord a joué sa partition au cours de cette... à jouer. Et qui continue par jouer, même si nous sommes la tête de Turc pour certains, qui se défoulent sur les médias. Je crois que sans les médias, certains n'auront même pas droit à la parole, parce que c'est grâce par exemple à Canal FM que certains partagent leurs réflexions, même si c'est désobligeant à l'endroit des journalistes. Tout simplement, nous sommes toujours dans le processus d'apprentissage. Même si nous ne sommes pas d'accord avec ce que les uns disent, ayons le courage citoyen de leur laisser le temps de parler et réagissons avec courtoisie. Progressivement, l'enseignant que je suis, que je demeure, progressivement, nous ferons le chemin, nous irons. Rappelez-vous la première leçon de philosophie. Philosopher, c'est se mettre en route. Faire la démocratie, nous sommes en route. Tout n'est pas parfait, mais nous irons un jour à Cana, n'est-ce pas Thierry? Tout à fait. Et surtout que on a un monseigneur. Oui, et même le musulman, docteur Latif Issaou, nous irons un jour sur la terre promise. Merci beaucoup. Bon week-end. Nous nous retrouvons le lundi prochain à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.